Loïc, il a été consultant pendant une douzaine d'années chez Prosodie, qui est une filiale de Capgemini. Il était IT Project Manager et ensuite il est devenu Senior Global Product Manager chez Odigo pendant 6 ans et maintenant Groupe PM chez Payfit depuis 2 ans. Le sujet, vraiment la spécialité de Loïc, c'est les sujets d'intégration qui sont particulièrement présents dans les produits SaaS. Alors, très rapidement, je pense que Payfit, tout le monde doit connaître, mais quand même, pour ceux qui l'ignoreraient, Payfit, ça simplifie la gestion. C'est un produit qui simplifie la gestion des salaires et des processus RH pour les PME. C'est une solution SaaS automatisée pour aider tous les propriétaires d'entreprises, les professionnels du RH à gagner du temps, de l'argent, en se concentrant sur ce qui compte, c'est-à-dire leurs employés. Ils sont présents en France, en Espagne, aux UK et ils ont plus de 10 000 clients. Voilà, c'est le petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas Payfit. Et le sujet du jour, donc comme je vous le disais, c'est sur les intégrations et plus précisément sur redéfinir sa stratégie d'intégration. Comme vous le savez, dans le SaaS, les intégrations sur ton produit peuvent avoir énormément d'impact sur le business. Mais pour cela, il faut une vraie stratégie, disons, bien définie en amont. Et c'est ce que va nous expliquer Loïc en 3 points. Comment bâtir une stratégie d'intégration de produits pour croître au sein d'un écosystème. Comment gérer des partenariats avec des acteurs comme Microsoft, Salesforce, etc. Et les principes d'écosystème leadership versus écosystème participant. Voilà, voilà. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, ça nous intéresse énormément. Et n'hésitez pas, bien sûr, à poser un maximum de questions. On prendra 15 minutes en fin de live pour les centraliser, en traiter un maximum. Je vais vous faire la petite présentation aussi de TPC pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà. Alors, tu peux passer, je pense, ce slide. Voilà, donc TPC, aujourd'hui, notre mission, c'est vraiment d'aider tout l'écosystème, hein, donc aussi bien les talents de la tech à progresser, libérer leur potentiel, trouver le job qui leur correspond vraiment, et en parallèle de ça, d'aider les entreprises à recruter des talents qui auront de l'impact sur leur organisation. Aujourd'hui, TPC, c'est le plus grand réseau sélectif tech et produits en France. On est plus de 10 000 membres dans la communauté. C'est 100% gratuit pour les membres et vous aurez accès à plein d'événements, que ce soit des événements en ligne ou en physique. Vous aurez accès bien sûr à nos sprints de recrutement, à nos masterclass, nos ressources, du coaching. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera beaucoup de bénéfices pour votre carrière. Et si on fait un petit focus sur le sujet du recrutement, aujourd'hui, on a bossé avec plus de 800 entreprises qui ont recruté avec nous. En moyenne, on met 30 jours pour trouver un profil qualifié, pour recruter un profil qualifié, et 24 heures seulement pour vous envoyer une vingtaine de profils. Vous pouvez voir certaines des boîtes avec lesquelles on a déjà travaillé. Il y a beaucoup de scale-up, mais on ne bosse pas que avec des scale-up, on bosse aussi avec des plus petites structures. Donc, n'hésitez pas si jamais vous vous sentez concerné. D'ailleurs, les QR codes pour nous rejoindre, donc à gauche, c'est pour devenir membre de la communauté hein, et avoir accès à tout ce que je vous décrivais. Et à droite, c'est pour recruter avec nous. Donc, je vous laisse un petit peu prendre le temps de scanner tout ça. Tac. Et on est déjà bientôt 80 participants. Je pense que ça va encore monter. On avait 400 inscrits sur le live et j'ai eu énormément de retours de personnes qui me disaient que le sujet était très pertinent pour eux. Donc, hâte de voir ce que ça donne. Tu peux passer, je pense, Gab. Et alors enfin, je vous fais un petit point aussi sur le marché, étant donné qu'on me sollicite souvent sur ce sujet. Alors, j'ai déjà dit lors des précédents lives, effectivement, on a pas mal de levées en attente sur la fin d'année ou sur le Q1 2024. On parle avec pas mal de fonds d'investissement qui nous indiquent une reprise selon eux, donc à voir. En ce moment, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont constaté, le marché est assez complexe, ce qui crée un véritable effet d'aubaine pour pas mal d'entreprises, finalement, d'aller chercher des profils experts à moindre coût. Et les attentes, alors ça, je donne le tips aussi, ont pas mal changé en entretien. Là où l'an dernier, beaucoup de recruteurs, beaucoup de hiring managers voulaient être rassurés sur la culture produit, sur les méthodos, sur euh, finalement pas mal de sujets assez théoriques. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est vraiment pragmatisme, pratique. Je vois des candidats qui parfois se font nexter le process car ils parlent trop de discovery, ces choses-là. Donc, c'est un équilibre à trouver. Et bien sûr, c'est des généralités, c'est pas le cas dans toutes les entreprises, mais voilà, je tenais quand même à vous partager cet élément.
On est 100, tout pile. Je pense que c'est le signal pour Loïc. Je vais te laisser partager. Ah oui, excusez-moi. Alors, petite question juste avant sur WooClap. Excusez-moi, j'ai été un peu perdu dans l'ordre des choses. N'hésitez pas à aller scanner ce QR code. La question qu'on aimerait vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous faites une différence entre une API et une intégration finalement, Euh, sachant que les API sont plutôt traités vraiment par les techs. Les sujets d'intégration sont un peu plus largement traités par le produit. Et on vous laisse prendre le temps de répondre. En attendant, je pense que oui, tu peux commencer à le préparer. On va laisser encore une dizaine de secondes pour que les gens puissent répondre. Ok, je pense qu'on peut laisser tourner le sondage en parallèle. Et à toi, Loïc, je te laisse partager ton écran. Eh bien, bonjour à tous. J'ai partagé mon écran. Vous devez, j'espère, tous le voir. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de parler justement de cette stratégie d'intégration et parler de PayFit, ce qu'on a réalisé chez PayFit. Donc, transformer une stratégie d'intégration, la rendre scalable et partager divers retours d'expérience qu'on a pu avoir ensemble. Alors, on a un peu parlé déjà de mon parcours, mais peut-être en se concentrant sur deux, trois éléments. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça fait maintenant 8-9 ans que je fais des intégrations. D'abord, j'ai travaillé sur des intégrations où je crée les connecteurs pour des leaders du marché, comme Salesforce, Pega, Dynamics, que ce soit chez Odigo ou dans ma petite expérience chez Cinch. Et que l'arrivée chez Payfit, ça a été vraiment une occasion de transformer pour moi les intégrations et mon rapport au marché, notamment parce qu'il s'agissait pour moi de multiplier les partenaires, les intégrations, et cette fois-ci de fournir des services qui allaient permettre à d'autres de se connecter. Donc vraiment les deux côtés en tant que product manager des intégrations. Être celui qui va s'intégrer avec des acteurs du marché déjà en place, mais aussi fournir des services. Et c'est sur ces deux éléments qu'on va être capable de travailler. Et comme vous pouvez le voir, je travaille sur des euh, scopes produits assez différents, centre de contact dans le cas d'Odigo, gestion de campagne marketing avec notamment tous les nouveaux canaux quand j'étais chez Cinch et un logiciel de gestion de paye chez Payfit. Donc vraiment des choses très très différentes. Première chose qui est assez importante, c'est déjà d'avoir conscience des challenges qu'il y a sur le marché. En fait, les intégrations, c'est d'abord une question d'écosystème. Si on veut construire un produit qui fonctionne et qui va permettre de rayonner auprès de ses partenaires, il faut vraiment être capable de se poser la question de comment est-ce que je vais m'intégrer? Comment je vais donner des services qui vont pouvoir être utiles pour mes partenaires? Et donc, du coup, réfléchir de façon globale. J'aime beaucoup cette citation parce qu'en fait, elle dit que pour construire un écosystème qui ait du succès, donc qui soit capable d'être viable pour tous, c'est certes construire un produit, mais c'est surtout construire une communauté. La notion de communauté, ça signifie qu'il n'y a pas quelqu'un qui a tous les avantages, mais plutôt que l'ensemble des acteurs de cet écosystème vont tirer un avantage et vont apporter quelque chose à la communauté pas tomber dans des blagues sur certains films, comme La Communauté de l'Anneau, mais on voit que chacun a ses forces et ses faiblesses et qu'il apporte quelque chose à l'écosystème. Et ça, le product manager qui parle d'intégration a vraiment besoin de le comprendre. Quels sont du coup ses challenges à lui? Bah déjà, le premier, c'est qu'il a besoin d'avoir une base solide sur son produit. Donc il doit avoir des API et aussi il doit être techniquement assuré de la stabilité de sa plateforme. On va vraiment être dans les core features, dans les core skills du product manager. Comment il travaille avec son équipe technique, comment il crée de la confiance, comment il s'assure que son équipe technique, elle va vraiment comprendre ses besoins et elle va être capable de les délivrer. Et puis, il faut aussi bien connaître son produit. Parce que même si en tant que product manager en charge des intégrations, on a forcément une certaine exposition vers l'extérieur, en fait, on va être aussi celui qui expose les fonctionnalités qui ont été faites à l'intérieur du produit.
C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des relations très étroites et excellentes avec les autres product managers de l'ensemble de l'entreprise, de manière à être capable de pousser la valeur globale du produit auprès de l'écosystème. Le deuxième point très important, c'est d'être service-centrique. En fait, comment les services qu'on va mettre en place, ils peuvent être utilisables par les partenaires. Est-ce qu'on fournit juste une solution technique, des endpoints qui vont pouvoir consommer, ou est-ce qu'on a une vision produit qui va permettre à un partenaire d'utiliser notre solution d'une façon efficace, d'une façon compréhensible, et surtout qui lui apporte de la valeur? Ou est-ce qu'il va falloir qu'il crée lui-même sa propre valeur sur la base d'éléments techniques qu'on a fournis? Un des meilleurs moyens pour ça, c'est de s'assurer qu'on consomme nous-mêmes nos propres API finalement. Comme ça, on s'assure que ça produit bien de la valeur et que ça permet vraiment de créer des services. Et on verra comment on peut faire ça à travers la création de connecteurs. Et puis, quand on est sur le système sur la partie écosystème et partie intégration, en fait, on a un peu plus de compétition. Parce qu'en fait, il y a toujours une tentation dans l'entreprise de se poser la question, est-ce que je fais moi-même cette feature ou est-ce que je me repose sur un partenaire? Et quand on essaie de construire un écosystème, il faut vraiment être capable de communiquer et d'être à l'écoute des discussions stratégiques qui ont lieu au sein de l'entreprise. Et vraiment, là, on va parler des skills de communication et des skills de drive qu'on est capable et qu'on doit avoir en tant que product manager. Voilà, on va dire, les vrais challenges pour un product manager. Être fort sur ses bases, penser service et être capable de communiquer en interne pour fournir les informations qui sont nécessaires pour prendre les bonnes décisions. J'aimerais faire un, un focus particulier sur la partie création de services, parce que je pense que c'est celle qui est vraiment différenciante, notamment par rapport à la question qu'on se posait tout à l'heure, intégration versus API. Est-ce qu'on est vraiment en train de s'assurer qu'on crée un service en API? Et pour ça, il y a quelque chose qui est nécessaire, c'est de faire preuve d'empathie envers les partenaires. Si on fait preuve d'empathie envers eux, on va fournir quelque chose qui est utilisable. Il faut voir le partenaire comme un client. On a dû, chez Payfit, créer un persona pour le partenaire. Parce que quand je suis arrivé, on avait plusieurs personas clients, mais on n'avait pas de persona pour le partenaire. C'est donc quelqu'un dans notre design, dans notre conception de service qu'on oubliait systématiquement. Ça a été une des premières choses qu'on a dû faire. Et puis, une fois qu'on a cette empathie, qu'on a ce persona, on va pouvoir en fait prendre des décisions cruciales comme est-ce qu'on va monétiser les API? Quels sont les partenaires qui vont accéder à nos données? Quelles sont les cibles clients qui bénéficieront de cette stratégie et de cet écosystème? Ça va nous permettre aussi de faire preuve d'empathie et de redéfinir ou d'améliorer la définition de nos partenaires. Et c'est parce qu'on crée un service qui est bénéfique à l'écosystème qu'on va être capable d'assurer une adhésion, tant en interne qu'au sein des partenaires, sur la base des services qu'on fournit. Donc ça, c'est vraiment très important. S'assurer que le ROI qu'on fournit, il est aussi bien interne que pour nos partenaires. Alors tout ça, ça part d'un premier élément, et quand je suis arrivé chez Payfit, il a bien fallu voir quelle était la situation initiale. Et quelque part, la question c'est, est-ce que l'on est clairvoyant? Est-ce que l'on est clairvoyant? Et c'est peut-être une des choses les plus difficiles à faire pour un product manager. Souvent, on est tellement proche de son produit bah, qu'on connaît les forces du produit, mais souvent aussi on connaît les lacunes. Et ces lacunes, on en souffre presque au quotidien. Donc on a parfois du mal à se faire une idée exacte de la situation dans laquelle on est au départ lorsque l'on arrive dans l'entreprise ou lorsque l'on démarre une nouvelle stratégie. Et particulièrement lorsque l'on cherche à faire une nouvelle stratégie d'intégration et de partenariat. En fait, on a souvent l'impression d'avoir une montagne en face de nous et de ne pas savoir si on va être capable et comment on va y arriver. En fait, un des bons moyens, c'est de prendre du recul et de voir à long terme et de se demander ce qu'on veut être capable d'accomplir. Mais pour ça, il faut d'abord analyser son close landscape, c'est-à-dire vraiment là où on en est, ce qui a déjà été fait et ce sur quoi on peut bâtir. Alors, quand je suis arrivé chez Payfit, quelle était la situation? On avait plusieurs choses qui étaient très intéressantes. La première, c'est que Payfit, c'est vraiment le pays du low-code. Et on a réalisé des très très grandes choses chez Payfit bien avant que j'arrive sur la base de ce low-code. Ça a permis de créer des logiciels de paye dans plusieurs pays et de permettre aussi à des experts métiers de créer
des expériences techniques et métiers sur la base de cette structure qu'on appelle Jetlang chez nous. Mais il y a aussi un revers de la médaille avec ce low-code. C'est que c'est excellent pour créer des processus métiers, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément été pensé pour justement créer des partenaires, créer des partenariats et créer des connexions avec des partenaires externes. Donc là, vraiment, on avait deux éléments très forts. D'un côté, une véritable excellence métier et la capacité à délivrer rapidement des services, mais une difficulté à mettre en place ces services pour des partenaires extérieurs. On avait aussi des tentatives qui avaient déjà été faites. Et ça, quand des choses ont déjà été faites, eh ben, il faut vraiment capitaliser dessus. Nous, ce qu'on savait, c'est qu'il y avait déjà un premier embryon d'API qui avait été créé. Et on savait qu'il était techniquement solide. On savait aussi qu'on avait un manque de définition de la partie approche servicielle pour les API et que à ce niveau-là, tout était à faire. Et puis, les connecteurs qui avaient été créés, ils fonctionnaient, mais ça avait été laborieux, ça avait été difficile, les équipes, elles avaient souffert et c'était pas vraiment scalable. Mais en attendant, on avait quand même des clients qui étaient dessus et qui faisaient tourner leur business et qui voyaient de la valeur. Donc là encore, des choses, divers types de maturité. Des initiatives qui avaient déjà été lancées et qui techniquement tenaient la route, et puis des choses qui avaient été plus difficiles, mais que les clients utilisaient. Et puis, on avait des vraies forces aussi. Notamment, on avait une équipe qui avait déjà construit des intégrations bancaires et qui étaient très utilisées, qui étaient très demandées et qui fonctionnaient vraiment bien. Et donc, on avait vraiment aussi la possibilité de s'appuyer sur cette équipe pour savoir comment ils avaient fonctionné, quels étaient les enablers techniques qu'ils avaient mis en place pour que ça fonctionne. Et quand vous avez comme ça un partenaire qui peut vous aider en interne et qui peut être votre relais, bah, ça doit devenir vos meilleurs amis. Et aujourd'hui, bah, c'est toujours nos meilleurs amis. Et on n'a pas repris cette partie intégration banque, même un an et demi après, parce que quand quelque chose est bien fait par quelqu'un, eh ben, il vaut mieux qu'il continue à le faire correctement, même si ça peut sembler être dans notre périmètre. L'autre élément, c'est qu'on voyait que nos clients, ils avaient vraiment envie d'intégration. On recevait un nombre de demandes d'intégration avec des logiciels qui était colossal. On était à environ une cinquantaine de demandes d'intégration avec différents partenaires tous les mois. Et on voyait que nos clients, ils avaient vraiment ce besoin et on était capable d'avoir du rationnel autour de ce besoin et quelque part un peu de cette frustration de nos clients qu'on puisse pas aller assez vite. Et puis aussi, on a un grand nombre de demandes de nos partenaires pour se connecter. Moi, je rencontre environ 7 partenaires par mois nouveaux qui nous disent, je voudrais me connecter aux données de Payfit pour créer de la, con- de la, de- améliorer mon logiciel, pour créer de l'automatisme, pour simplifier la vie de mes clients. Donc ça, c'était des vrais drivers chez nous. Et quand on a regardé cette situation, c'était un no-brainer sur le fait qu'il fallait qu'on crée un écosystème, qu'il fallait qu'on pousse les intégrations et qu'il y avait vraiment des choses à faire, en s'appuyant sur de l'historique et en transformant, en polissant les expériences sur lesquelles on avait eu plus de difficultés. On est donc arrivé à ce moment-là. Il fallait faire un choix. Et en fait, quand je suis arrivé, on avait clairement identifié ces changements et je me suis demandé comment moi, en tant que product manager, je pouvais avoir de l'impact. Quel choix je pouvais faire. Et pour ça, j'ai été beaucoup aidé par, le partner manager France de Salesforce, que je connaissais de mes précédentes expériences, et qui m'a raconté un peu cette histoire de la vie des animaux. Alors moi j'aime bien les métaphores qui utilisent des animaux, souvent c'est celles que j'arrive à comprendre, parce qu'il suffit que je lève les yeux ou que je regarde un peu la nature, et c'est quelque chose que je comprends. Et lui, il a utilisé cette image. Il m'a dit, dans les écosystèmes, il y a soit les écosystèmes avec un leadership, c'est des vols d'oiseaux en V, comme les grues, et en fait, il y a quelqu'un qui tire, et ensuite, il y a des acteurs qui se mettent dans le sillage et qui avancent sur la base de cette force de traction qui est la pointe du V. Et puis, il y a d'autres écosystèmes qui sont plus en mode participant. C'est un peu un vol des tourneaux. Et à chaque fois qu'un étourneau prend une direction, l'ensemble de l'écosystème bouge. Et puis ensuite, un autre étourneau va bouger et on est dans cette forme constamment mouvante, euh, mais où finalement personne ne tire le lead, personne ne fait d'efforts particuliers et ça fonctionne quand même, hein. On voit rarement deux étourneaux se télescoper parce qu'en fait, l'ensemble de l'écosystème fonctionne comme ça.
Et on s'est demandé où est-ce que nous, on voulait se situer dans dans ces typologies d'écosystèmes. Quand on a regardé les 6 premiers mois, on s'est surtout concentré d'abord sur le fait de finaliser les sujets qui avaient été ouverts. Et puis, on a beaucoup travaillé avec le Product Marketing Manager sur le fait d'évaluer la situation et construire une nouvelle vision pour les intégrations chez Payfit à un horizon de 2025. Donc, on était fin 2022, on s'est dit, voilà, quel est notre plan à 3 ans? Qu'est-ce qu'on veut construire? Est-ce qu'on veut être dans un écosystème participant ou est-ce qu'on veut être dans un écosystème de leadership? Et si on est dans un écosystème de leadership, est-ce qu'on est réellement capable d'être le leader? Ou est-ce qu'on est finalement un des acteurs de de ce V? On s'est concentré sur les différentes verticales, sur l'intérêt de nos clients, sur les données qu'on avait. On a identifié des partenaires clés majeurs. Et en fait, on s'est rendu compte que on avait certainement la stratégie de leadership et du fait d'être le leader sur notre écosystème. Alors, ce qui est intéressant dans les vols en V, c'est qu'il n'y a pas que des vols de grue où ils sont à plusieurs milliers de kilomètres. Il y a aussi des vols en V qui sont beaucoup plus bas. Vous avez certainement déjà vu des goélands qui rentrent le soir. C'est beaucoup plus modeste, ça vole pas si haut, et c'est quelque part ça qu'on s'est dit. On s'est dit, oui, aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'être aussi haut, mais par contre, on sent que on a des personnes qui nous demandent de se connecter et qu'il y a de l'attraction. Donc, comment nous, on va pouvoir générer cette traction? C'était ça qui était important pour nous. Quelle était la taille de l'écosystème qu'on allait être capable de driver et comment on allait le driver. La première étape qu'on a fait, c'est on s'est déjà reconcentré sur la partie service API. Et on a fait un peu cet état du marché et des services qu'on était capable de fournir, comment on pouvait agréger des partenaires autour des différents verticaux qu'on avait chez Payfit, quelles étaient les informations sur lesquelles on devait aussi bien consommer que faire de la fourniture, et quels étaient les services sur lesquels, en fait, nous, on avait de la valeur ajoutée à fournir à nos partenaires. On a donc travaillé sur ces services, sur leur définition, sur leur fourniture, et pas simplement sur le fait de fournir des endpoints, mais vraiment sur la capacité de fournir un service avec quel est le fonctionnement A, B, C, quel est le processus qu'il faut mettre en place pour consommer la donnée de Payfit, vraiment de façon servicielle. Et on a travaillé sur 3 verticales en particulier. La première, c'était la synchronisation des employés. C'est celle sur laquelle on a le plus de demandes. Aujourd'hui, Payfit, c'est vraiment une base RH qui permet à beaucoup soit de créer des expériences de synchronisation des collaborateurs, soit de pouvoir automatiser le pré-remplissage de leurs outils et donc de simplifier les tâches en termes d'employés synchronisation. La deuxième expérience, c'était les titres restaurants. Parce que là, on avait une expérience tout à fait complète dans PayFit et on fera un focus particulier tout à l'heure sur cette expérience parce que c'est une de celles qui nous a le permis de plus de tirer euh, des, euh, des leçons de nos échecs et aussi de nos succès. Et la dernière qu'on a réalisée, c'est la partie mutuelle et comment mettre en place une affiliation automatique sur les mutuelles. En réalisant ça, en mettant ces services en place, et on voit qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui doivent être mis en place sur la gestion des notes de frais, sur la gestion des fiches de paye, sur la gestion des temps, sur la gestion de la comptabilité, sur la gestion des notions de contrat. En fait, on a déjà aujourd'hui, avec ces 3 verticaux, pu doubler le nombre de connecteurs qui étaient disponibles dans notre marketplace. Et là, on en a plus de 1000. Ce week-end, on a eu la chance d'avoir notre 10 millième intégration activée par nos clients. On a environ 60% de nos clients qui ont au moins une intégration activée et on a des objectifs d'arriver à plusieurs centaines de connecteurs sur notre marketplace et d'avoir tous nos clients qui activent au moins 2 ou 3 intégrations de manière à vraiment renforcer le service qu'on leur délivre. Donc ça, c'est uniquement basé sur les services API qu'on fournit. Mais il n'y a pas que les services API disponibles sur étagère qui sont importants. En fait, même si c'est la pierre angulaire de notre stratégie, celle qui aujourd'hui nous a permis de bâtir des succès et d'engranger de la confiance, tant de la part de nos partenaires que en interne de la part de notre management, on a aussi d'autres moyens de construire des intégrations. La première, c'est déjà de renforcer les partenariats. En fait, un partenariat, c'est créer une offre qui va permettre de combiner les efforts.
Et ça nécessite d'aller un cran plus loin. Quand on a un partenariat, il ne faut pas simplement avoir une intégration, il faut avoir la meilleure intégration possible sur le marché. Et donc, ça nécessite souvent de la co-construction, de la discussion, et on a mis en place des outils qui nous permettent de faire de l'event storming avec nos partenaires, d'avoir des événements réguliers toutes les semaines ou tous les 15 jours, d'avoir des process de fourniture de services beaucoup plus pointus, et aussi d'être capable de les engager régulièrement sur ces sujets-là. Et on doit travailler avec le partenariat, avec les équipes partnership de Payfit, qui eux vont driver toute la partie commerciale, toute la partie marketing. Et donc c'est vraiment un travail conjoint qui permet de faire ce genre de choses. Le deuxième, c'est à un moment, il faut créer des connecteurs. En fait, on sait qu'il y a des moments, ce sera forcément la meilleure option que Payfit crée les connecteurs. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir nos propres services API, parce qu'on va pouvoir les consommer, on va pouvoir franchir des étapes. C'est vraiment pour nous la prochaine grande étape, la création de connecteurs qui soient scalables. Aujourd'hui, quand on crée des connecteurs, ça reste encore une expérience qui reste painful et qui n'est pas scalable. Donc ça va être notre grand challenge pour 2024. Parce que tout ce qui est fourniture de services sur étagère, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui on a de la technicité, on a de l'expertise, on est capable de réaliser. C'est plus une question au niveau de l'équipe intégration, c'est plutôt aujourd'hui de la dépendance avec les autres entités de Payfit et comment on fait pour leverage, pour améliorer les API qui sont fournis en interne, les expériences qui sont fournies en interne et les exposer auprès de nos partenaires. Un exemple simple, chez Payfit, il y a une grande notion qui s'appelle lapse months. En fait, en interne, on a cette notion de quel est le mois depuis la création de Payfit. Et ça, c'est une notion centrale pour savoir de quel mois de paye on parle. Mais ce mois, cette apps month, en fait, c'est un incrémental qui existe depuis la première paye qui n'a jamais été faite chez Payfit. C'est une notion complètement Payfit pour Payfitter, en fait. On n'en parle pas à nos partenaires. Et donc, c'est typiquement un service que nous, on a créé qui permet de transcrire un mois courant dans le calendrier de tout le monde dans le calendrier de Payfit qui parle en apps month. C'est vraiment ce genre de choses qu'une équipe intégration doit être capable de penser et de faire. À aucun moment on peut finalement exposer cette complexité de l'apps month, ce calendrier interne avec à des partenaires, parce qu'en fait, si on fait ça, le premier service qui va être utilisé par tous, c'est je te donne un mois, dis-moi quel est l'apps month. Et finalement, ça va devenir un point de blocage ou un manque de compréhension de la part de nos partenaires. Ce genre de situation, on les a tous. En fait, on a tous à un moment notre propre fonctionnement, nos propres choix qui ont été faits. Souvent, on appelle ça dette fonctionnelle ou dette technique. Bah, finalement, le sujet d'intégration, c'est de transformer cette dette en une valeur, en quelque chose qui va être utilisable, voire masquer cette complexité pour les partenaires, faire preuve d'empathie pour eux et s'assurer que le service, il est correctement utilisable. Et finalement, c'est aussi utilisable pour nous parce que quand on crée des connecteurs et quand on doit se synchroniser, nous par exemple, avec iBob, iBob, il n'a pas cette notion d'absence, il a cette notion de moi comme tout le monde, de calendrier. Il a peut-être fait le même exercice finalement d'abstraction et on va pouvoir se parler, on va pouvoir se connecter parce qu'on va parler de la même chose. Vous avez dit qu'on allait essayer de faire un point sur un connecteur en particulier, sur un service en particulier qu'on avait fourni, c'est celui pour les titres restaurants. Alors, quand on a fait ça, on s'est dit que en interne, on avait déjà une expérience qui fonctionnait comme ça. Et on était capable d'avancer. Lorsqu'on a livré ce service, on a eu des échecs et on a eu des succès. Je pense que c'est comme tout le temps. Et grâce à ces différents échecs, on a pu apprendre pour construire les services suivants. Parmi nos succès, en fait, on s'est aperçu que une fois que le service était délivré, l'ajout d'un nouveau partenaire, ça se faisait sans effort pour nous. Et en fait, quand on a créé le service API, il y a eu un léger surcoût par rapport au simple fait de créer un connecteur. Mais en fait, dès le deuxième partenaire connecté, l'effort initial était rentabilisé. Et donc, c'était vraiment une excellente stratégie que de fournir quelque chose de complètement packagé et complètement API, et complètement servicialisé. Le deuxième succès, c'est que on s'est appuyé sur une expérience qui était déjà en place dans notre produit. Donc, comme on a décidé de ne pas changer cette expérience, mais plutôt d'apporter des éléments complémentaires, on a vite eu l'adhésion des équipes internes qui avaient délivré ce service. Et donc, avec l'adhésion, leur support et leur accompagnement.
et ça nous permet d'avoir de l'impact bénéfique sur le produit. Le deuxième élément, c'est que ce service, en fait, ça a été un véritable gain de temps pour le client et donc un gain aussi pour le partenaire en termes de productivité, de qualité de service et pour Payfit aussi. Finalement, grâce à ce service, on s'est assuré que l'ensemble, les trois parties de l'équation étaient gagnantes. Et là, en l'occurrence, c'est que la carte, elle est chargée instantanément après que la paye ait été générée. On dit less than 1 hour after payroll, mais en fait, vraiment, c'est immédiat. On a eu par contre des fails, on a eu des échecs. Et le premier élément, c'est qu'en fait, les titres restaurants, bah, c'est généré une fois, deux fois par mois dans certains cas quand on a besoin de refaire la paye. Mais en réalité, quand on demande au partenaire de venir se synchroniser avec ces informations, il a besoin de le faire qu'une fois par mois. Et on ne lui avait mis aucun événement qui permettait d'être alerté que la paye, elle avait tourné. Ce qui se passait, c'est qu'il venait récupérer tous les jours les informations. Et du coup, on avait beaucoup de générations, beaucoup d'appels qui étaient totalement inutiles. Une complexité aussi pour le partenaire qui était de savoir est-ce que ça a été rejoué ou ça n'a pas été rejoué. Et cette absence de webhook dans notre produit, c'est-à-dire finalement un manque dans notre définition de notre service et dans la valeur qu'on pouvait lui ajouter, c'est vite devenu problématique et painful pour nos partenaires. C'est quelque chose qu'on a corrigé très rapidement. L'autre élément, c'est que on avait un partenaire historique qui, lui, récupérait les informations sur la base de fichiers plats, d'un fichier CSV qui était exporté depuis Payfit. Et on n'a pas choisi ce partenaire quand on a voulu faire notre première construction. On en a pris un autre. Et aujourd'hui, ben, on n'a pas réussi à migrer ce partenaire vers ce nouveau service. Parce qu'on n'a pas réussi à lui expliquer la valeur, et puis parce que le service existant, il avait déjà de la valeur, il avait déjà des clients, et la gestion du change, c'est compliqué. Ce qui nous a permis, pour les services suivants, eh ben, d'aller chercher nos partenaires historiques et de construire avec nos partenaires historiques les services de demain plutôt que, parce qu'en l'accompagnant plutôt qu'en lui faisant subir. Et là encore, un véritable manque d'empathie, je pense, de notre part, quand on a voulu créer ce service, alors qu'on avait déjà un partenaire historique avec lequel on avait des bonnes relations et avec lequel on aurait pu construire certainement une meilleure expérience et éviter à nos clients de garder un service plus ancien, plus manuel, pas automatisé, parce que, bah, au final, on n'arrive pas forcément à créer la bonne adhésion. Voilà un peu ce qu'on a tiré comme leçon de la création de ce premier service un peu avancé chez Payfit en termes de succès, mais aussi en termes d'échecs et les leçons qu'on en a tirées. Quelques leçons cette fois-ci pour le rôle du product manager. Ben, déjà, ce qui est particulièrement important, c'est de connaître finalement tous les acteurs qui gravitent dans l'écosystème de notre compagnie, que ce soit les partenaires externes, mais aussi surtout les partenaires internes. En fait, chez Payfit, c'est une société qui est répartie sur 3 pays avec plus de 1 000 collaborateurs. Et en fait, faire vivre cette communauté interne, c'est vraiment une tâche quotidienne en tant que product manager. Parce que des discussions avec l'écosystème, il y en a à tous les niveaux et par toutes les personnes. Et beaucoup de personnes sont vraiment légitimes à parler avec nos partenaires, que ce soit parce qu'elles ont une expertise pays, que ce soit parce qu'elles ont une expertise métier, que ce soit parce qu'elles sont au partenariat, que ce soit parce qu'elles sont sollicitées à un niveau marketing, que ce soit parce qu'elles sont commerciales et qu'elles ont un client qui va pousser une intégration, qui va pousser une connexion avec un partenaire. En réalité, tous ces gens, ils ont plein de bonnes raisons de parler avec l'ensemble de l'écosystème. Et ce qui est très important, c'est de s'assurer que la roadmap et la stratégie produit qu'on délivre en tant que product manager en charge des intégrations, elle reflète tous ces besoins et qu'elle assure aussi la bonne priorisation des tâches. Il y a souvent des moments où on voit un partenaire qui fait beaucoup de bruit, qui arrive par beaucoup d'endroits parce que c'est leur stratégie de se connecter avec Payfit. Et à ce moment-là, en tant que product manager, on doit se poser la question, est-ce que c'est un momentum? Et là, je dois me connecter avec lui parce que il est prêt, il est disponible, même si c'est peut-être pas ce que j'avais prévu dans ma roadmap, mais je vais gagner tellement de temps à construire quelque chose avec lui parce qu'il est tellement structurant qu'il faut le faire. Ou est-ce que, ben non, en fait, c'est pas encore le moment, et comment je fais vivre ce moment, comment je gère cette frustration aussi bien interne que au niveau du partenaire pour être sûr de délivrer finalement la stratégie de l'entreprise. Ça, vraiment,
Être capable d'agréger tous ces éléments, d'être constamment euh, un peu sur le fil du rasoir et de s'assurer que l'ensemble de la roadmap, elle soit correctement gérée par rapport à toutes les sollicitations, c'est vraiment une tâche quotidienne pour le product manager. Les skills de communication. J'ai l'impression que tous les jours, je me repose dessus et que j'en ai besoin. En fait, j'ai envie de dire que c'est important de communiquer, de communiquer, de communiquer. En fait, aller jusqu'au point, en tant que product manager, de personnifier les intégrations dans l'entreprise. Qu'à un moment, on se dise, je parle intégration, le nom du product manager en charge des intégrations soit le premier qui vienne, avant même les partenaires, avant même la gestion des partenaires, etc. Alors ça a un certain danger, hein, parce que ça veut dire qu'on va prendre des coups, ça veut dire qu'on sera toujours en train de frustrer des gens, ça veut dire qu'on sera toujours en train de dire non, parce qu'on ne peut pas tout réaliser en même temps. Mais en même temps, si on a réalisé des succès, si on a délivré, si on a ouvert cet écosystème, en fait, on va vraiment apporter quelque chose qui a de la valeur. On va être, on va fournir des exemples, des résultats tangibles et surtout, on va finalement se retrouver au point central, là où toutes les personnes se disent, si je ne parle pas au product manager, j'aurai jamais mon connecteur, j'aurai jamais mon service. Je pourrai jamais aller aussi loin, je pourrai jamais avoir le meilleur service possible en termes d'intégration et de vie dans mon écosystème. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper essentiel. Ça passe par célébrer les victoires, être franc sur nos échecs. Voilà, du travail de product manager, j'ai envie de dire. Au-delà de simplement être capable de créer les tickets Jira, de définir correctement la roadmap, il faut vraiment être capable d'inonder l'entreprise, sachant que souvent, c'est un sujet qui est un peu annexe dans certaines entreprises. C'est le cas chez Payfit, hein, c'est pas le cœur du business de Payfit. C'est pas parce qu'on est intégré qu'on ne saura pas faire correctement nos fiches de paye. Mais il est clair qu'il y a de la valeur et qu'on peut quand même apporter vraiment des éléments probants, améliorer l'expérience des clients si on fait ça. Donc c'est quelque chose d'être important. Et puis le dernier point, c'est d'être conscient en fait que c'est un rôle qui nécessite de la seniorité, parce qu'on se retrouve au carrefour de beaucoup d'entités. On va parler avec le marketing, on va parler avec le partenariat, on va parler avec les sales, comme on l'a déjà dit, on va parler avec la technique, mais on va pas parler juste avec sa propre équipe technique. On va se retrouver souvent en frontal avec les équipes d'architecture, parce que de sécurité, de privacy, parce qu'on affiche des données, on partage des données. Comment on fait ça? Souvent, il y a des questions de design, mais là encore, c'est pas le design qui va être celui de la marketplace qui est vraiment structurant. C'est comment, en termes d'UX, je fournis un service qui soit clairement utilisable. Donc, c'est même pas, on va dire, un designer dont on a besoin. C'est vraiment un UX designer qui est nécessaire dans ces cas-là. Et c'est pareil, expliquer cette complexité un designer qui souvent est plus à l'aise avec des expériences qui ont du front, etc. Ça nécessite aussi d'être capable d'avoir de la seniorité pour lui permettre de grandir dans ce rôle. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, ça nécessite aussi d'être capable de comprendre les marchés de trois pays, enfin dans mon cas, mais parfois ça va être beaucoup plus. Et c'est complètement différent, les intégrations, le marché, la structure des données même, par exemple entre l'Espagne et l'Angleterre dans notre cas. Où en Angleterre, on a finalement assez peu de contraintes légales, les intégrations sont plutôt simples, là où en Espagne, on a beaucoup de contraintes légales, beaucoup de déclenchements, beaucoup de triggers qui doivent être automatisés et qui font que quand on collecte des données, quand on fournit de la donnée, il y a des impératifs qui sont très précis et qui engagent finalement les clients. Voilà, être product manager et travailler sur les intégrations pour faire un service produit utilisable par l'écosystème et bénéfique pour les clients. C'est vraiment un excellent accélérateur pour soi. Et moi, je trouve que c'est une source d'épanouissement. Je suis vraiment super content de faire ça depuis maintenant 9 ans. J'ai eu d'autres opportunités, même chez Payfit, de travailler dans d'autres domaines. Mais je suis resté là parce que je pense que c'est mes premiers amours et ça le sera encore pour très longtemps. Merci beaucoup, Loïc. Franchement, c'était dense mais très clair et ça me rappelle quelques conversations que j'ai pu avoir avec des candidats qui refusaient parfois de se lancer dans des process de product manager orienté intégration en me disant c'est de la chefferie de projet, je vois pas comment est-ce qu'on peut faire du produit dans ce cadre-là. Ben, je pense que ce webinaire sera très instructif pour eux, montrer les enjeux business finalement qu'il peut y avoir et le fait que tu sois sur un véritable rôle de product manager. Je pense que là, plus personne n'a de doute après cette présentation.
On va prendre quelques questions. Alors, il y en a déjà une première qui avait été posée par Gian. Alors, Gian, je ne sais pas si tu es encore là, si tu veux peut-être prendre la parole. Je pose la question. Ah, bah, Gian qui vient de nous réécrire. Je te propose de prendre la parole. Après, à toi de me dire si tu te sens de le faire ou si tu préfères que je pose ta question. Oui, c'est bon, je ne sais pas si vous m'entendez. Yes, on t'entend. Parfait. Salut Loïc, Jeanne de Penny Lane, on a eu l'occasion de travailler ensemble. Euh, donc j'avais pas mal de questions pour toi. Euh, la première question, c'était un moment, donc tu disais que tu recevais un volume d'à peu près 50 demandes d'intégration par mois. Euh, et donc la question que j'avais, c'est à ce moment-là, c'était quoi un peu ta règle de priorisation entre ces demandes et quels éléments tu prenais en compte à ce moment-là? Alors, si j'ai dit 50, c'était beaucoup trop. C'est 7 intégrations en moyenne par mois. Pour Je parle des l'instant, demandes, Loïc, hein. pardon? Je parle bien Ah des oui, entrantes. des demandes de clients, oui. En fait, on utilise Product Board pour gérer les insights. On va systématiquement créer en fait une fiche Product Board donc avec le nom du partenaire et en écrivant intégration. On va lister les insights et on va regarder finalement régulièrement là où on a le plus d'insights et puis aussi par rapport aux demandes entrantes du partenariat. Donc, on va faire comme ça pour prioriser celles qu'on rencontre et celles qu'on rencontre pas. En général, on attend d'avoir au moins une dizaine de demandes avant de solliciter un premier partenaire. Parce qu'il y a parfois des demandes très très hétéroclites et diverses qui sont entrantes. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Gianne? Oui, merci. Est-ce que tu voulais poser une autre question, Gian? Il me semble que tu en avais posé une autre. Tant que tu as la Alors, parole, j'en profitons-en. ai beaucoup et j'ai pas envie de monopoliser la discussion, donc je vais laisser quelqu'un d'autre poser cette question. Ok, pas de problème. Il y a également alors Alexis Martin qui te posait une question. Alexis, je ne sais pas si tu veux prendre la parole peut-être. Ah, Alexis, on t'entend pas très bien. Je sais Vous pas. m'entendez mieux là? Ouais, là, super. Ok, ok. Merci, merci et salut Loïc. J'ai une petite question, elle est peut-être pas très claire dans le chat, mais en fait c'était plus l'avis, ton avis chez Payfit des Unified API type Merge, Paragon. Est-ce que tu as un avis dessus? Est-ce que tu les utilises? Est-ce que c'est prévu, pas prévu? Ou est-ce que vous préférez construire vos intégrations vous-même? Bonjour Alexis, si, alors j'ai un avis très précis sur les Unified API. On a déjà utilisé Merge dans notre tout au départ quand je suis arrivé, on a arrêté. Pour une raison très précise, hein, pas parce que je pense que c'est pas bien, mais parce que Merge a une définition du HRIS très américaine. Ce qui est central chez Payfit, c'est le contrat, et c'est quelque chose qui n'existait pas chez Merge, et on était systématiquement obligé de passer par le pass-through. Et après, ça nous faisait quelque chose de très cher pour juste finalement simplifier la partie authentification. Je pense que c'est quelque chose de très efficace qui permet de gagner du temps. J'ai pas mal de partenaires qui utilisent les Unified API pour se connecter à Payfit. Personnellement, je suis un peu gêné sur le fait que je fournisse les API gratuitement à mes partenaires et qu'il y ait quelqu'un qui fasse un peu d'argent par-dessus pour se connecter, enfin beaucoup d'argent. Mais après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de consommer des API. Ça peut faire gagner du temps. Et donc, du coup, je comprends que ce soit utilisé. Je pense que Payfit ne le réutilisera certainement jamais. Ok, merci. Merci Loïc. Très clair. Il y a Najit. Salut Najit qui voudrait aussi prendre la parole. Je te laisse poser ta question. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Yes. Parfait. Bonjour Loïc, merci pour ta presse, comme l'a dit Pierre, dense mais constructif. Et moi j'ai une question, c'est sur qui paye en fin de compte. Moi j'ai des problématiques sur mon produit de connecteur. On a une API, le client a la possibilité s'il veut de développer lui-même son connecteur. Certains clients nous demandent de les développer. Dans votre cas, tu m'as dit que vous avez quand même un nombre assez important de demandes. Quel est votre business model autour de ça? Comment vous le facturez? Je comprends que certains connecteurs peuvent être intéressants pour un très grand nombre et du coup, vous pouvez recapitaliser derrière, ça rajoute de la valeur à Payfit. D'autres sont plus ciblés, je pense à certains cas. Voilà. Ok, très clair. Merci Najid pour ta question. Alors, je vais séparer la réponse en deux.
parler de PayFit et puis aussi parler un peu de ce que j'ai fait avant chez Odigo. Euh, donc chez Odigo, on crée des connecteurs. Et les connecteurs, c'était une option qui était vendue comme c'était du centre de contact as a service, on vendait la licence au siège d'une personne qui prend des appels téléphoniques. Donc en fait, c'était un add-on mensuel pour avoir le connecteur, puisqu'en fait, finalement, Odigo crée systématiquement le connecteur pour se connecter soit sur Salesforce, soit sur MS Dynamics, soit sur Pega. Donc là, vraiment, gros coût, gros investissement de la part d'Odigo, donc le connecteur était vendu comme un add-on. Et dans le cas de PayFit, ce qu'on cherche, c'est un ratio 80% des connecteurs qui sont créés par les partenaires et 20% des connecteurs qui sont créés par PayFit. Et l'usage de nos API par nos partenaires, on ne le fait pas payer. On part du principe que c'est de la valeur répartie, 50-50. Et donc, du coup, il n'y a pas de monétisation pour nos partenaires de l'usage de nos API. On voit en fait par contre des très claires métriques qui sont améliorées. Plus il y a de connecteurs, plus on réduit le churn. Plus il y a de connecteurs, plus on augmente la CSAT. Donc plus on va augmenter le fait que nos clients ils sont satisfaits de PayFit, qui l'utilisent et qui restent à l'intérieur de notre écosystème. Donc ce qu'on a, c'est vraiment la volonté d'avoir la plus grande marketplace possible pour que le client y trouve le maximum de services qui lui vont bien et qu'il soit le plus satisfait de Payfit. Et c'est ça finalement la valeur qui va financer la mise en place de ces connecteurs. L'usage des API, c'est pas un coût énorme par rapport à notre facture AWS, c'est moins de 1% de la facture AWS. En fait, le coût global sur l'infrastructure, il est assez faible. Il y a un coût d'équipe, bien entendu, mais qui aujourd'hui s'intègre assez bien dans notre business. En fait, ça va. Le dernier élément, c'est que l'utilisation des API par les clients, qu'on va livrer là, dans 15 jours, lui, il sera accessible que dans un plan un peu avancé. Donc, ce n'est pas tous les clients qui pourront l'avoir. Il y aura un peu d'upsell qui sera nécessaire pour les clients qui auraient besoin de l'utiliser. Voilà un peu comment on finance l'ensemble de cette fonctionnalité. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, parfait, merci. Merci. Et on va prendre une dernière question avant de laisser tout le monde aller déjeuner. Il y a Simon qui voulait poser une question sur la relation avec le PMM. Eh bien, Simon, on te donne la parole. Ouais, bonjour à tous. Et oui, en tout cas, je suis PMM chez Hello Asso, donc je suis très intéressé. On est en train de travailler avec le PO sur la stratégie d'intégration et comment vous avez géré la présentation, en effet, le go-to-market de cette nouvelle stratégie, à la fois client partenaire existant et plutôt prospect aussi. Ouais, bah bonjour Simon. Enfin, que j'ai eu deux PMM. Du coup, je sais pas si Bertrand est là, mais je la salue si elle est là. C'est vraiment ma meilleure amie. C'était ma meilleure amie la précédente et la nouvelle, c'est ma meilleure amie aussi. C'est vraiment pour moi, on travaille, enfin, on l'intègre dans la Triforce de l'équipe. Euh, pour que ça fonctionne bien, il faut donc un engineering manager, un product manager et un PMM. En fait, vraiment, c'est nos inputs, c'est la personne qui va aller défricher le marché, c'est celle qui va s'assurer que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment, enfin, c'est basé sur du rationnel le plus efficace. Euh, Autant tout ce qui va être la connaissance plus très fonctionnelle, euh, elle va être chez moi, autant plus tout ce qui va être la maîtrise des métriques, leur analyse, qui nécessite finalement, quand on a beaucoup de partenaires, un job à plein temps, ça va être dans sa responsabilité à elle. Ce que j'essaye au maximum, c'est finalement qu'on puisse presque tous être totalement interchangeables, que s'il y a besoin, je sois capable d'aller collecter et chercher du métrique, même si c'est sa responsabilité, qu'elle soit finalement un jour capable de prendre des décisions à ma place, parce qu'en fait, elle connaît suffisamment bien le fonctionnel pour être capable de le faire. Et dans l'idéal, un jour, on sera même capable de faire le travail de notre engineering manager. Bon, là, c'est encore un petit peu haut niveau pour nous tous, parce que les développeurs, c'est quand même autre chose et c'est une complexité qui est un peu plus difficile à acquérir. Mais finalement, c'est ça en fait. C'est de s'assurer que les décisions, elles sont prises au même poids par l'ensemble de ces acteurs. Euh, c'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, vraiment, je le dis, hein, ça change tout quand j'en ai pas. D'un côté, c'est des décisions qui vont être prises sur du rationnel, mais qui coûtent cher à aller chercher. De l'autre côté, c'est des décisions qui sont vraiment réassurées parce que euh, le PMM, il a fait toute sa partie analyse, toute sa partie refinement, toute sa partie collecte de données, et vraiment on prend des décisions sur quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est une valeur inestimable. Ok, top.
Merci beaucoup Loïc et merci à tous aussi pour votre présence. On va devoir couper ici, mais n'hésitez pas à continuer la discussion avec Loïc. Je sais qu'il se fera un plaisir d'échanger avec vous si vous l'ajoutez sur LinkedIn. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser aussi une petite note entre 0 et 5 pour nous dire ce que vous avez pensé de ce live et on espère vous voir nombreux pour nos prochains événements. Merci à tous. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir.